Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Introduction générale. L'originalité de la philosophie est de ne rien laisser en dehors d'elle. C'est une science qui porte sur le tout de la réalité. La philosophie nous précède et nous étreint. L'émail de ses filets se resserre autour de nous quand nous cédons à l'illusion d'emprunter des chemins qui soient extra-philosophiques. Les chemins de la pensée sont toujours déjà des chemins philosophiques. Toute entreprise visant à posséder la philosophie à la manière d'un objet, c'est-à-dire comme on possède une chose qui est hors de nous, se voue d'avance à l'échec. La philosophie n'est pas une réalité dont l'existence est à chercher ailleurs qu'en nous-mêmes, d'où la difficulté de définir la philosophie avec clarté, c'est-à-dire de façon exhaustive, et d'en identifier précisément l'origine. Par ailleurs, la philosophie n'a pas une définition gravée pour toujours dans la pierre. Sa définition est évolutive. Elle bénéficie d'un surcroît de sens à chaque époque et dans toute circonstance particulière de l'histoire. La philosophie, parce qu'elle porte sur le tout de l'être, acte d'exister et puissance de faire exister, est une discipline à laquelle on se familiarise en l'exerçant. On n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Emmanuel Kant et plus tard Karl Jasper l'ont bien noté. La philosophie ne s'apprend pas parce qu'elle n'est pas une somme de connaissances figées que chaque génération transmet à la postérité. Il est plutôt possible d'apprendre à philosopher, car philosopher c'est avoir une attitude critique envers le monde et les savoirs consacrés. C'est questionner les choses pour les contraindre à révéler leur sens. C'est tenir le coup de l'insatiable désir de sagesse caractéristique du philosophe. Même si nous sommes toujours déjà dans la philosophie, la réflexion philosophique est une activité qu'on ne peut exercer sans y avoir été préalablement initié. L'initiation à l'acte philosophique se résume à la constitution d'une mémoire philosophique. Il est question de s'imprégner des thèmes, des questionnements, des problématiques, des apories déjà explorées et développées par d'autres philosophes. La réflexion philosophique n'est pas crédible si elle feint d'ignorer l'apport des prédécesseurs. S'initier à la philosophie, c'est donc s'insérer dans la tradition historique de la philosophie. L'initiation à l'acte philosophique est entrer dans une tradition car tout vrai philosopher et philosopher en commun. Le philosophe réfléchissant hic et ici et maintenant s'engage, même inconsciemment, dans un débat avec d'autres philosophes. Cette tradition philosophique, dont il est difficile de dire jusqu'où elle remonte, a déjà étudié et systématisé plusieurs questions. Notre cours se propose justement de revenir sur quelques-unes de ces questions antérieurement considérées par les philosophes: le sujet, la culture, la politique, le réel, la métaphysique et la morale. Première partie, le sujet. Cette première partie du cours porte sur la notion du sujet, sans lequel toute expérience de connaissance, toute rationalité et toute action n'est possible. Le sujet, subjectum, s'oppose à l'object, objectum, puisque ce dernier terme signifie jeter devant. Le terme sujet est lié à l'intériorité. Le sujet est l'homme que nous sommes, qui est capable d'expérience et sans lequel aucune expérience n'est possible. Ces expériences naissent du contact avec un objet. Le sujet éprouve l'objet, le connaît et le manie. C'est lui qui organise l'expérience. Le sujet est l'organisateur et le fondement de toute expérience affective, intellectuelle et d'action. Dans cette première partie, nous aborderons les questions liées à la conscience et l'inconscient, autrui, le langage, la nature et culture. Mais avant d'aborder ces différentes notions, nous nous attellerons tout d'abord à la question de la philosophie, son objet et ses différentes implications. Chapitre 1. Qu'est-ce que la philosophie? Introduction. Origine de la philosophie. Comme toute discipline, la philosophie est sommée de se définir, de dire son objet, sa méthode et sa finalité. Entreprise nécessaire parce que la place de la philosophie par rapport aux sollicitations concrètes de l'existence n'apparaît pas clairement aux yeux de profanes, qui voient en elle une activité réservée aux fous et aux rêveurs, un bavardage inutile qui ne change en rien la situation de l'homme dans le monde. Qui veut s'initier à la philosophie doit se désolidariser de ses clichés et se poser des questions fondamentales la concernant, celle de son origine,
de sa nature et de sa raison d'être. Étymologiquement, le mot philosophie, qui dérive de deux mots grecs, philin et sophia, respectivement aimer et sagesse, signifie amour de la sagesse, recherche permanente du savoir. Le mot a été inventé par le mathématicien et philosophe grec Pythagore, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore refusait de se considérer comme un savant, préférant plutôt être appelé philosophe. Le philosophe n'est pas un détenteur du savoir, mais celui qui, ayant pris conscience de son ignorance, se met à la recherche du savoir. La tradition occidentale, insistant trop sur l'origine grecque du mot philosophie, a tendance à faire de la Grèce antique le berceau de la philosophie. Mais la réalité historique est tout à fait autre, et les penseurs occidentaux ont eux-mêmes reconnu que l'Égypte avait précédé et ouvert la voie au développement de la pensée philosophique en Grèce. Selon le grand égyptologue Jacques Pyrénées, la rupture que les présocratiques ont instaurée entre le mythe et le discours rationnel est fortement inspirée de la doctrine égyptienne de l'homme comme être supérieur, intelligence, active du point de vue de la pensée et de la connaissance. L'activité philosophique en Égypte date d'au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle fut favorisée par un certain nombre de mutations sociales, culturelles et intellectuelles, notamment l'organisation d'un État centralisé avec une administration rationnelle, la formation des villes, lieu par excellence de discussion et d'échanges de toute nature, l'invention de l'écriture, qui augmente les possibilités de la réflexion, l'apparition des sciences d'érudition comme les mathématiques, qui reposent au même titre que la philosophie sur l'exigence de la rationalité. Ce n'est que vers le 7e siècle avant Jésus-Christ que l'activité philosophique commence chez les Grecs. L'étonnement devant les forces et les phénomènes de la nature suscite d'abord des explications d'ordre mythologique, le mythe se définissant comme un récit relevant de l'imagination mais se proposant de servir d'explication à un phénomène. À la fin du siècle, on assiste à un abandon progressif des explications mythiques au profit des explications rationnelles. C'est ainsi que parlant de l'origine de la philosophie, Aristote affirme, ce fut, en effet, l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au lieu de raconter des histoires sur le monde, l'homme commence à produire un discours rationnel sur la nature et sur le monde. Il y a d'abord les sages dits présocratiques. Leur originalité consiste à expliquer la nature par elle, par des éléments naturels et non plus par des divinités. Thalès, figure centrale de cette période, pense que l'eau constitue le fondement, l'essence du monde, sans doute parce que indispensable à la vie. Anaximandre affirme que c'est l'infini qui est à l'origine de toute existence. L'infini est une espace de chaos à partir duquel émergent les créatures. La philosophie se déploie alors comme volonté de savoir, exigence de rationalité et d'intelligibilité de l'univers. Il faudra le génie de Socrate pour imposer une nouvelle orientation à la philosophie. La réflexion est désormais centrée sur l'homme et sur des problèmes de la cité. Le savoir devient aussi sagesse et pratique de la vertu. Le sage est non seulement celui qui sait, mais également celui qui, fort de ce savoir, en déduit un art de vivre, un mode de conduite. Il y a philosophie lorsque les hommes entreprennent de réfléchir sur leurs conditions, de penser par eux-mêmes les principes et les normes suprêmes qui régissent leur existence individuelle et collective. Il y a philosophie lorsque les hommes s'appuient sur la raison pour trouver des solutions aux problèmes humains et sociaux. Socrate soumet à un examen rationnel la cité athénienne, ses valeurs, les comportements de ses concitoyens, le fonctionnement de ses institutions. Aussi, serait-il toujours considéré comme archétype? Petit 1. La méthode philosophique. Quelle est la méthode de la philosophie? Ici encore, Socrate reste la référence. La méthode philosophique, c'est d'abord l'ironie socratique, étant entendu que la méthode est le chemin, l'ensemble des règles et des procédés qu'emprunte la raison pour atteindre la vérité. L'ironie socratique, c'est l'art de questionner en feignant l'ignorance, avec une apparence de naïveté, de telle manière que l'interlocuteur découvre qu'en réalité, il ne sait rien. La maïeutique socratique,
l'art d'accoucher les esprits, de les amener par l'effort personnel à découvrir la vérité en allant de difficulté en difficulté. La méthode interrogative dévoile l'ignorance qui s'ignore, les faux savoirs et les certitudes de la société établie. Elle est aiguillon qui réveille les consciences endormies dans le dogmatisme des idées reçues. L'autre versant de l'ironie socratique, c'est la dialectique qui signifie mouvement vers la connaissance. La dialectique est le dépassement des données premières, des vérités immédiates. Elle se définit comme rupture avec les apparences, avec le système lacunaire, incomplet, des opinions contradictoires et des habitudes mentales non critiquées. La dialectique est l'instrument de la réflexion philosophique parce qu'elle a pour fonction l'analyse critique des notions et des idéologies autour desquelles s'organisent les conduites politiques et les pratiques sociales quotidiennes qui sont généralement le lieu de l'erreur, de l'illusion, de la violence en tant qu'elles sont davantage l'expression des passions, des intérêts particuliers et partisans. Le monde sensible est le monde du chaos, du désordre et de la multiplicité. La dialectique permet aux philosophes de s'arracher au monde sensible des phénomènes pour accéder, par la connaissance de la vérité et de l'essence des choses, au monde intelligible où règne la raison. La conception moderne de la dialectique se situe dans le prolongement de la dialectique platonicienne. Elle est, chez Hegel notamment, l'art de surmonter les contradictions pour atteindre la vérité. La dialectique est la conciliation des contraires dans les choses comme dans la pensée. Hegel célèbre Descartes comme le fondateur de la philosophie moderne. Il a retrouvé le vrai sol de la philosophie, qui avait connu un égarement de 1000 ans. Descartes définit la méthode comme l'ensemble des règles certaines et faciles grâce auxquelles tous ceux qui les observent exactement ne supposent jamais vrai ce qui est faux. C'est une exigence intellectuelle qui s'impose du fait que nous possédons tous la raison, mais que nous n'en usons pas correctement. La méthode définit donc le bon usage de la raison. Elle s'inspire des mathématiques parce que les mathématiques sont les seules sciences à avoir trouvé, par leur démonstration, l'efficacité de la raison humaine, sa capacité de parvenir à la connaissance du vrai. La méthode cartésienne repose sur 4 règles: l'évidence, l'analyse, la synthèse et le dénombrement. Premier tiré, la règle de l'évidence. Elle consiste à refuser les opinions recueillies par ouï-dire, à n'admettre comme vrai que ce qui est clair et distinct, ce dont on ne peut douter. Deuxième tiré, la règle de l'analyse consiste à diviser la difficulté en autant de parties qu'il sera nécessaire pour la résoudre. Troisième tiré, la règle de la synthèse consiste à aller du plus facile au plus difficile et du plus simple au plus composé par un enchaînement rigoureux. Quatrième tiré, la règle du dénombrement. Celle-ci invite à rechercher et à recenser tous les éléments nécessaires à la solution d'un problème sans rien omettre. La méthode cartésienne inaugure la liberté de penser, l'esprit d'examen, l'esprit critique. Elle vise à se défaire à travers le doute des opinions toutes faites et ne rien croire sans preuve. Les caractéristiques essentielles de la méthode philosophique sont la réflexion critique, l'attitude interrogative, le refus des apparences, la mise en question radicale. Comme Socrate l'a enseigné, le philosophe est celui qui ne se laisse enfermer dans aucun système, celui qui se refuse à tenir pour certain ce qui ne l'est, ou à estimer problématique ce qui parfaitement clair. Petit 2. L'objet de la philosophie. Quel est l'objet de la philosophie? On a coutume de dire que la philosophie est une science sans objet. C'est vrai que chaque science découpe une partie de la réalité, qu'elle étudie et en fonction de laquelle elle définit des méthodes et produit des résultats. Ceci est la conséquence du phénomène de la spécialisation. Au départ, et chez les Grecs, la philosophie désigne l'ensemble des connaissances rationnelles. La seule distinction qui existe alors concerne la philosophie naturelle, s'occupant du monde physique et de la nature, la philosophie morale, s'occupant de l'homme et de son être social, la philosophie première occupant de la métaphysique, de ce qui est au-delà du physique. Ce n'est qu'au début du XIVe siècle que la séparation entre la science et la philosophie se fait jour. Le processus débouche sur un véritable éclatement du savoir,
Les différentes sciences particulières se constituent et acquièrent leur autonomie. Les sciences humaines s'approprient l'étude de l'homme. Faut-il par conséquent proclamer la mort de la philosophie? Ce serait aller vite en besogne. La mort ou la fin de la philosophie représenterait une grande perte pour l'humanité. La philosophie a été historiquement la mère de toutes les sciences. Elle est la science universelle de l'universel. L'universel, c'est l'homme en tant que sujet pensant, agissant et croyant. Si la philosophie est réflexion critique, cette réflexion doit bien porter sur un objet. La philosophie est l'art de raisonner. Elle réfléchit sur le bon usage de la raison, son pouvoir, ses limites. Elle réfléchit sur la finalité de la science. Produit de la culture humaine, la science doit servir l'homme et non le détruire. Le débat autour du clonage atteste le réel danger que constitue une mauvaise utilisation des techniques. La raison est la faculté législatrice universelle. Elle énonce les lois de la pensée, mais aussi celles de l'action, d'où la nécessaire réflexion sur les valeurs et les normes de comportement, les modes de vie, les institutions sociales, les formes de gouvernement, les conditions d'une existence individuelle et collective harmonieuse. Le rapport de la philosophie à la société est un rapport fondamental qui demande à être pensé. Que peut espérer l'homme de bien? Y a-t-il un lieu de conciliation, d'accord entre la vertu et le bonheur? Autant des questions qui montrent qu'il y a bien un objet pour la philosophie. A-t-elle aussi une finalité? La philosophie a-t-elle un but? Petit 3. La finalité de la philosophie. Par quelle instance serait-elle définie, cette finalité? Plutôt que de la finalité, ne faut-il pas parler de la fonction et de la valeur de la philosophie? Parce que la vérité et la sagesse constituent déjà des fins en soi, la philosophie est nécessairement valeur. La question fondamentale est celle du rôle de la philosophie. Quelle fonction joue la philosophie dans la totalité sociale? Il y a d'abord une fonction idéologique. La philosophie est idéologie au sens où elle appartient à la sphère des activités relevant de la production des idées et des œuvres d'intelligence. Comme, en outre, le souci du philosophe est d'éclairer l'action des lumières de la pensée rationnelle. La philosophie se déploie aussi comme processus d'élaboration de systèmes de pensée plus ou moins cohérents par lesquels des groupes sociaux, des communautés, des partis politiques, des classes sociales se donnent des moyens d'action sur la société et sur l'histoire afin de comprendre et d'agir. Or, l'histoire est le lieu de la violence où s'affrontent les intérêts matériels et les passions de toutes sortes, lesquels finissent par récupérer la philosophie en lui assignant un rôle de justification et de légitimation de la société établie et des rapports de force qui la constituent. D'où le risque d'un fonctionnement idéologique de la philosophie. L'idéologie se définissant comme travestissement de la réalité par sublimation des rapports de force existants. L'idéologie est transfiguration de la réalité, renversement idéaliste des rapports réels. La production des idées s'érige en une activité autonome d'auto-valorisation, coupée de la réalité tout en couvrant cette réalité d'un manteau conceptuel qui la légitime, mais qui en fait occulte et masque les rapports sociaux établis. L'idéologie mystifie la réalité en la défigurant par le renversement idéaliste, l'inversion totale du réel. Dans l'idéologie, la dialectique marche la tête en bas. Il s'agit de la remettre sur pied, donc de remettre les choses à l'endroit. Seule la fonction critique de la philosophie lui permet de se tenir à distance de la mystification idéologique. La critique de la philosophie est critique des idéologies. Elle est nécessairement radicale. Elle remonte à la racine des choses, aux causes premières, aux principes premiers et aux fondements. On retrouve là la finalité véritable de la philosophie, celle que Descartes lui assignait, à savoir la poursuite de la vérité, la recherche du savoir et de la sagesse. Seulement ici, un progrès décisif a été accompli. La vérité n'est plus de l'ordre de l'entendement uniquement ou de la substance pensante, elle est dans le rapport à la réalité. D'une part, la production des idées est intrinsèquement liée à l'activité matérielle et au positionnement réel de ceux qui les produisent. Les idées se comprennent et s'expliquent à partir de cette base matérielle. D'autre part, le savoir doit conduire à la sagesse.
La véritable sagesse est celle qui confère la connaissance vraie du réel dans sa totalité, c'est-à-dire dans ses fondements. Ce qui fait l'universalité de la philosophie, c'est qu'elle repose sur la raison en tant que faculté législatrice de la pensée et de l'action, donc inscrite au cœur du réel. Sujet et texte. 1. La philosophie est-elle une science? 2. La philosophie nous détache-t-elle du monde? 3. Peut-on vivre d'abord et philosopher après? 4. La science rend-elle la philosophie inutile? 5. Peut-on dire que tous les hommes philosophent? Texte 1. La philosophie n'est pas la possession du savoir. Diotime. Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est, et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants, car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux que, n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Je demandais, quels sont donc, Diotime, ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les savants, ni les ignorants? Un enfant même, répondit-elle, comprendrait tout de suite que ce sont ceux qui sont entre les deux, et l'amour est de ceux-là. Planton, Le banquet, traduction de Mille Chambry, ed. Garnier, 1988. Texte 2. La philosophie est théorie et pratique. La philosophie est une attitude de l'intelligence et de la volonté, par laquelle nous cherchons à connaître les choses elles-mêmes de façon précise et adéquate, avec certitude autant qu'il se peut. C'est par l'application à ces genres de connaissances que l'homme peut obtenir de progresser dans la voie de sa perfection. La définition de la philosophie a pour genre l'attitude de l'intelligence et de la volonté. En effet, la philosophie ne s'occupe pas seulement de l'intelligence, mais aussi de la volonté et de ses actes. Il s'ensuit qu'ils sont dans l'erreur ceux qui définissent la philosophie aujourd'hui comme acte de l'intelligence uniquement, en excluant les considérations d'ordre pratique. La philosophie n'est rien d'autre que la sagesse, qui est la vertu, et la vertu consiste à s'attacher toujours la vérité connue. Aussi, d'après les anciens, la philosophie est la science des choses divines et humaines. Cicéron d'Officii. Cette définition est valable sur le plan théorique, mais elle ne l'est pas du tout sur le plan de la pratique, parce qu'elle ne contient rien qui se rapporte à la pratique. Or la sagesse et la vertu sont synonymes, car, comme en témoigne Cicéron lui-même, c'est dans l'action que réside tout éloge de la vertu. Donc la philosophie est la sagesse est la vertu, et ceux qui la recherchent sont appelés philosophes. La partie de la philosophie qui concerne la justice et l'honnêteté dans l'action relève de la volonté et des effets de la volonté, non de l'intelligence. Antoine Guillaume Hameau, de l'art de la philosopher avec sobriété et précision. Antoine Guillaume Hameau, de l'art de la philosopher avec sobriété et précision. Antoine. 10e en terminale, podcast, académie, chat, éducation, plus des cours de la 6e en terminale, podcast.